Pour expliquer l'évolution d'une épidémie, on va essayer de repartir sur un schéma que j'ai trouvé extrêmement bien présenté par le ministre de la Santé et qui est le suivant. C'est-à-dire que si on prend deux axes comme ça, où ici j'ai le nombre de jours et ici j'ai le nombre de cas en fonction des jours, la courbe en fait qu'il a dessinée, qui est tout à fait exacte, est celle-ci. Voilà. Et donc, il est évident que ce que l'on souhaite tous, c'est pouvoir arriver à la diminution de ce nombre de cas par jour, c'est-à-dire à la fin de l'épidémie. Le point crucial, vous comprenez très bien, c'est le point ici, qui est le point d'inflexion de la courbe. Donc ce point, il faut absolument l'atteindre pour pouvoir rentrer dans le système de décroissance de la contamination par le virus. Or, cette montée de la courbe-là, elle est due à un paramètre très particulier qu'on appelle le R0. Ce R0, c'est le rate en anglais, qui en traduction est le taux. Donc on va dire taux, puisqu'on va rester français, on va parler français. Le taux de transmission d'un virus, le taux de base, puisque c'est le taux 0, c'est le nombre d'individus qu'un individu infecté contamine. Alors, pour expliquer cela, on va faire un autre cas. On va prendre la population. Par exemple, Montpellier. Finalement, Montpellier, toute population, dans ce cadre-là, se définit en 4 catégories. On va les marquer. Voilà, 1, 2, ça c'est des catégories de personnes, ce ne sont pas des individus, j'ai bien dit des catégories. Voilà, 4 catégories. Quelles sont ces catégories? La première catégorie ici, ce sont ce que je vais appeler les personnes sensibles, que je vais appeler S, c'est-à-dire ceux, justement, dont on veut éviter la contamination. Vous et moi, puisque à ce jour, nous ne sommes pas donnés comme contaminés ni guéris. Donc, on est dans la catégorie des sensibles susceptibles. Bien sûr, la deuxième catégorie, très importante, fondamentale, c'est celle des infectés, c'est-à-dire ceux qui portent le virus à ce moment où je vous parle et qui sont susceptibles de pouvoir le transmettre. Et dans cette catégorie-là, je veux dire, vous avez d'un côté ceux que je vais appeler R, que je vais appeler les résistants, c'est-à-dire ceux qui ont été infectés maintenant et qui ne sont plus contagieux parce qu'ils sont guéris et ils sont immunisés, donc ils sont résistants de nouveau à la maladie. Et hélas, l'autre catégorie, que je vais appeler M, ce sont les personnes qui sont décédées. Et elles ne peuvent pas transmettre non plus, hélas, mais ça, c'est bien triste. Donc, tout le problème va être, en fait, R et M ne rentrent plus en compte, on va dire, dans la propagation de l'épidémie. C'est I et S. Donc, tout le but, c'est bien de diminuer I pour que S soit le moins touché possible. Parce que, finalement, c'est les I qui contaminent les S, qui en retour deviennent dans la catégorie I. Et le R0, finalement, ce taux 0, c'est combien d'individus infectés vont pouvoir infecter d'individus sensibles. Et donc, ce taux 0 égale R0 est égal à peu près, on va mettre à peu près, donné dans les statistiques actuelles comme paramètre, entre 2 et 3, voire plutôt 3. Donc, il va absolument falloir diminuer ce taux-là de R0 ou T0 pour qu'il soit inférieur à 1. À partir du moment où on arrivera à un système où T0 est inférieur à 1, il est évident qu'un individu contaminera moins d'un autre individu. Et là, ça va rentrer dans la courbe et la décroissance du virus va s'opérer jusqu'à ce qu'elle ne soit plus perceptible dans la population. Et voilà pourquoi ces décisions sont prises, et des fois difficiles, parce qu'il y a des conséquences économiques énormes, et on voit très bien d'un point de vue sociétal tout ce qui se passe. Mais la décision, elle est là, et je ne vois pas ce que l'on peut faire d'autre aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre maintenant aussi, c'est que quand on parle de campagne vaccinale, même si on n'en a pas pour ce pathogène-là, mais pour les autres pathogènes, quand on parle de campagne vaccinale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'on diminue le nombre des sensibles pour augmenter le nombre des résistants puisqu'ils sont vaccinés. À partir du moment où je diminue le nombre de sensibles, il est évident que le nombre d'infectés va aussi diminuer de ce fait. Et donc le taux 0 de tout pathogène va de ce fait rester en dessous de 1. Et c'est ce qu'on cherche à faire avec les campagnes vaccinales. Voilà pourquoi elles sont très importantes. Aujourd'hui, nous n'en avons pas pour ce coronavirus, mais il y en aura peut-être plus tard. Donc aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de, je dirais, médecine publique vaccinale pour pouvoir le faire. Il y a des soins qui sont amenés aux patients qui sont dans les cas graves. Il y a des patients qui sont contaminés, mais qui sont asymptomatiques, c'est-à-dire qui ne déclarent pas les signes cliniques forts et à qui on demande de rester chez eux pour justement éviter d'être en contact avec les sensibles, pour justement faire tomber ce taux 0. Voilà pourquoi, comment ça marche dans le système.
Ensuite, est-ce qu'il est possible d'être contaminé sans présenter de signes cliniques? C'est ça la question que vous m'avez posée. Évidemment, dans la catégorie des infectés, finalement, si je peux faire là en deux catégories, je peux là dissocier cette partie en deux parties. Une partie que je vais appeler les A, les asymptomatiques, c'est-à-dire ceux qui ne vont pas déclarer le signe clinique ou très faiblement et qui n'auront pas besoin, nécessité d'hospitalisation, mais il faut quand même que ces personnes-là aient conscience qu'ils peuvent être porteurs du risque. Et donc, il faut qu'ils restent. Il faut qu'ils restent, il ne faut pas qu'ils aillent contaminer les autres, même si on n'a pas détecté le coronavirus chez eux. Les autres, par contre, ce sont ceux qui vont être les cas graves, qu'on appelle les cas graves, et c'est ceux qui vont être hospitalisés. Et c'est tout le problème aujourd'hui, c'est que ces cas graves n'augmentent pas trop pour que les capacités d'accueil des hôpitaux dans les services de réanimation puissent accueillir tous ces cas graves pour les soigner. Voilà. Donc, il y a différentes catégories d'infectés, des gens qui n'auront pas de symptômes ou très peu, et puis des gens qui, hélas, en vont en développer des très graves. Au moment où on l'a découvert, déjà, je pense que quelque part, il y a eu un certain temps entre le moment vraiment où l'épidémie s'est déclenchée et le moment où elle a été déclarée officiellement. Ça veut dire qu'un virus, ça évolue sans cesse. Un virus, il faut comprendre une chose. Un virus, je vais faire simple et je vais caricaturer. Un virus a besoin, c'est un organisme vivant comme vous et moi. Donc il a besoin d'énergie pour se reproduire. Lui, tous les virus ne peuvent pas se reproduire en dehors d'une cellule. Donc, il faut qu'il puisse entrer dans une cellule. Et pour entrer dans une cellule, lui, il s'appelle coronavirus, ça veut dire qu'il a une couronne. Sur cette couronne, il y a des protéines, et ces protéines lui permettent de s'attacher à la membrane de nos cellules, de la vôtre ou de la mienne. Et là, il faut qu'il ouvre cette cellule, absolument, pour pouvoir injecter tout son matériel génétique, entrer dans l'ingénierie cellulaire et se faire reproduire, parce qu'il utilise notre ingénierie cellulaire pour se faire reproduire lui-même. C'est pour ça que c'est un parasite. Il utilise les autres pour. Donc, s'il n'a pas la clé nécessaire à entrer dans la cellule, il ne passera pas. Il peut exister ça chez certaines personnes résistantes, parce que nous sommes tous différents les uns des autres. Il faut voir que la complexité, c'est que tous les virus là sont différents, ils évoluent, et que toutes les personnes sont différentes aussi. Donc, pour pouvoir un schéma unique, c'est très compliqué. Il faut travailler avec la variabilité présente dans les populations, et dans les populations virales aussi. Donc, une fois qu'il est entré dans la cellule, il fait son système. Donc là, il y a eu manifestement un transfert. Pour ce qu'on peut lire dans la littérature aujourd'hui, je dis bien ce qu'on peut lire aujourd'hui, il semblerait qu'il se rapproche le plus d'un virus de chauve-souris. Ce n'est pas pour autant qu'il vient directement de la chauve-souris en question. Il a pu passer par des systèmes relais avant de contaminer des hommes et d'avoir, et c'est ça le pire, d'avoir la clé qui lui permette de pouvoir être transféré d'homme à homme. C'est là tout le problème, c'est quand on passe des infectés à sensibles, et quand les infectés peuvent contaminer les sensibles. Si je prends le cas du H5N1, de la grippe aviaire, à ma connaissance à ce jour, il n'y a jamais eu aucune contamination homme-homme. Toutes les contaminations ont été oiseau-homme, ce qui fait qu'il n'a jamais pu, heureusement, avancer en épidémie dans les populations. C'est ce qui nous a sauvés finalement de la grippe aviaire à ce jour. Mais si ce virus venait à évoluer et à avoir la clé lui permettant d'entrer dans les cellules des systèmes respiratoires humains, ce serait une toute autre histoire. Mais voilà, il faut savoir qu'il faut quand même qu'il ait des conditions. Parce qu'un virus, comme un tout pathogène, comme tout parasite, c'est un organisme vivant. Il appartient, comme vous et moi, au livre du vivant. Donc, il a des triptyques biologiques et des triptyques écologiques pour pouvoir justement se développer. Le virus, il ne réfléchit pas. Lui, la seule chose, c'est se multiplier. Il est évident que celui qui se multipliera le plus passera le plus dans la population. Donc, qu'il s'adapte à l'homme, on peut penser que oui, de toute façon, il s'est adapté, ça c'est clair, puisqu'il passe d'homme à homme aujourd'hui. Mais une chose extrêmement importante aussi, qu'il faut bien discerner, c'est le taux de contamination du virus, sa contagion, ce qu'on appelle, et puis sa dangerosité, sa pathogénicité. C'est deux paramètres différents. Ce n'est pas parce qu'il devient plus contagieux qu'il sera automatiquement plus pathogène ou inversement. Et ça, on ne peut pas le prédire. C'est absolument impossible de savoir si ce virus deviendra plus pathogène ou moins pathogène s'il s'adapte de plus en plus à l'homme. Je vais vous prendre un exemple d'un autre virus dans le cas où on sait que être pathogène peut avoir un coût. Vous allez comprendre. Le virus est un organisme vivant qui se développe, je dirais, au détriment et aux dépens d'un autre organisme vivant. S'il le tue immédiatement, il se tue lui-même, il se suicide. Donc il lui faut quand même un certain temps dans l'organisme pour pouvoir se développer et surtout en sortir. Parce qu'il faut entrer, se développer et sortir. S'il n'arrive pas à sortir parce qu'il est trop virulent, il va mourir avec. Le cas très intéressant que l'on a en science, c'est le cas de la myxomatose. La myxomatose a été un virus qui a été introduit par l'homme pour tuer des lapins qui mangeaient les carottes, qui gênaient quelqu'un sans doute, je ne sais pas.
Et là, on avait quelque chose de très virulent, un virus au départ qui était extrêmement virulent. Et on s'est aperçu, parce qu'on a pu suivre, on a connu le point zéro, on a pu suivre l'évolution de ce virus sur plusieurs dizaines d'années, et on s'est aperçu qu'il devenait moins virulent. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un virus, lui, qui est transmis par un insecte piqueur, c'est-à-dire un insecte hématophage, une puce ou un moustique. Et automatiquement, ces insectes hématophages ne se nourrissent pas sur des organismes morts. Donc si le virus est très virulent, eh bien, son taux de transmission va diminuer parce qu'il va tuer trop vite son hôte. Mais si dans cette population virale de départ, il y en a qui mutent et qui deviennent moins virulents, ils vont être en compétition avec les autres et ils vont gagner. Et finalement, l'évolution de la virulence va diminuer. Voilà comment ça marche dans le système de toute évolution d'organismes sur cette Terre. Parce que c'est le vivant, en fait, qui est un monstre. Il faut le savoir. Nous sommes des organismes vivants. Le vivant, c'est un monstre qui ne cherche qu'à conquérir. Et sa plus grosse, belle conquête pour moi, c'est le vivant lui-même. Il faut voir le nombre de pathogènes, ce qu'on appelle aujourd'hui aussi des commensaux, même des organismes mutualistes qui nous servent dans tout ce qui est notre tractus digestif. Sans eux, nous ne pourrions pas vivre. C'est une association finalement. Nous ne sommes pas des individus isolés, nous sommes des associations. Et ça, c'est le vivant. Et le vivant cherche à conquérir tous les milieux. Et le vivant lui-même. Voilà. Je vais prendre 3 cas pour moi, 3 grands cas. Le premier cas, c'est ceux qui se transmettent par un vecteur. On l'a vu, je vous l'ai expliqué pour la myxomatose, le chikungunya, le Zika, la fièvre jaune, le paludisme ont besoin d'un vecteur, d'un insecte ou d'un acarien piqueur pour certains, pour pouvoir se transmettre. Ils ne peuvent pas se transmettre comme ça. Il faut qu'il y ait un relais par un insecte hématophage ou un arthropode, enfin un organisme hématophage qui les transmette. Les sangsues peuvent en transmettre aussi. Enfin bon, il y a toute une catégorie. Ça, c'est vecteur porté. Ensuite, on peut prendre le cas Ebola et SIDA, le HIV. Ebola et HIV, c'est ce que j'appelle moi des pathogènes de contact. Pour moi, c'est très simple, ça peut faire peut-être hurler des gens, c'est très facile d'arrêter une épidémie de HIV. Si toutes les personnes sur cette terre prennent conscience et sont responsables, se protègent pour tout ce qui peut être rapport, quel qu'il soit, d'addiction sexuelle ou autre, le HIV, c'est fini. Il ne peut pas se transmettre, il ne survit pas à l'extérieur. On a très bien vu au moment où c'est sorti, justement, des gens qui s'embrassaient pour bien montrer que ce virus ne pouvait pas passer par d'autres voies que des voies, justement, de contact rapprochées. Et puis ensuite, il y a la catégorie qui, à mon avis, la plus difficile à contrôler, c'est celle du coronavirus. C'est ce qu'on appelle les aéroportés, c'est-à-dire les aérosols, ceux qui sont transmis par l'air. Lorsque l'on parle, les gouttelettes sur les mains, eux, là, ça, c'est absolument impossible quelque part de les arrêter comme ça, sauf en prenant des précautions telles qu'elles sont prises aujourd'hui, c'est-à-dire d'isoler les gens. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Alors après, toute la question, et c'est vrai que celle-là, moi, je n'ai pas la réponse, et si quelqu'un là, il est très fort, combien de temps ce virus peut rester sur une barre de métro, sur une table, sur une assiette, j'en sais rien, sur un objet? Combien de temps? On ne le sait pas aujourd'hui. C'est extrêmement compliqué de pouvoir le calculer, parce qu'il faudra le calculer en fonction de la température, de l'environnement dans lequel il est, du taux d'humidité, et ainsi de suite. Il y a tout un tas de paramètres qui vont entrer en ligne de compte pour que sa survie extérieure soit augmentée ou diminuée. Et ça, vous comprendrez que faire des expériences pour faire ça, c'est extrêmement lourd, extrêmement long, et ça va être des résultats extrêmement variables. Donc on ne sait pas, et je pense qu'on ne saura vraiment jamais combien de temps il peut rester à l'extérieur. Ce que l'on sait par contre, c'est que le virus HIV, par exemple, ne peut pas rester à l'extérieur. C'est très clair. Ce qu'il faut que les gens comprennent, ce qu'il faut qu'on comprenne tous, c'est que la diversité des virus, les virus, ce n'est pas un monde, c'est un univers. C'est un univers. Donc chacun a ses propres caractéristiques qui peuvent évoluer au cours du temps en fonction justement des paramètres qu'il rencontre. Et peut-être qu'il ne se, je dirais, dans l'espace et dans le temps, il ne se propagera peut-être différemment à Montpellier qu'à Zurich ou qu'à Hong Kong, parce que les paramètres de l'environnement sont différents. Donc ces taux de propagation, je veux dire, vont être fonction des paramètres de l'environnement dans lequel il est. Et ce sera aussi fonction des gens qu'il va parasiter, comment il va être, et son taux de reproduction à l'intérieur des gens, et la charge virale finalement qui va émaner de ces gens-là pour en infecter d'autres. Tout ça, c'est des paramètres qu'on ne peut absolument pas contrôler. On peut avoir des schémas, si vous voulez, généralistes, mais ensuite essayer de rentrer dans la spécificité de chaque chose en fonction de l'environnement. Aujourd'hui, regardez, il fait beau, demain, s'il pleut, ce sera différent, et ainsi de suite. S'il y a un coup de froid, ça va tout changer. Donc voilà. C'est comme ça, on ne peut pas vraiment le savoir. On connaît les grandes lignes, on sait qu'il est aéroporté, on sait qu'il faut se protéger au maximum pour essayer justement qu'il ne puisse pas persister dans l'environnement et qu'il puisse contaminer d'autres personnes ensuite.
Moi, je pense que le réchauffement climatique, c'est clair que ça va, pour moi, changer tous les écosystèmes et qu'on va rentrer dans une nouvelle ère. Mais au-delà du changement climatique, qui pour moi n'est qu'un des paramètres qui vont changer l'ensemble de l'humanité, avant toute chose, il faut regarder bien un point très précis. Il y a 60 ans, ce n'est pas si vieux, nous étions 2,5 milliards, 3 milliards. On ne va pas se battre pour 500 millions de personnes. Hein. Aujourd'hui, on est 7,5, voire plus. On me dit que dans 30 ans, 40 ans, j'en crois les démographes, 9, 10 milliards. Alors la question que je pose, elle est simple. Comment va-t-on pouvoir nourrir 9, voire 10 milliards d'individus sur cette terre sans faire des productions de protéines de masse, sans avoir des élevages intensifs, avec des animaux qui vont être génétiquement tous identiques, pour pouvoir produire de la protéine à des prix acceptables? Ça va être ça tout le problème. Il va falloir nourrir les populations. Et ces configurations-là sont évidemment des foyers extrêmement importants. Je ne parle pas de nos élevages en France, parce que l'agriculture française est un des exemples dans le monde. Je parle d'un endroit où il va y avoir beaucoup de monde à nourrir à la fois et des gens qui n'ont peut-être pas assez de moyens pour pouvoir se payer des choses qui sont assez chères. Donc là, vous allez avoir des productions de masse de protéines, vous allez avoir des réacteurs biologiques pour moi. C'est le cas exactement du H5N1. Le H5N1 est un virus qui a été sélectionné. Je n'ai pas dit qu'il a été confectionné, parce qu'on ne sait pas le faire, mais qui a été sélectionné par l'homme. Vous avez des élevages intensifs en Asie du Sud-Est de volailles. Dans ces élevages, un virus arrive, de grippe aviaire. Ce virus-là, eh bien, il est très virulent. Il tue. Dans la nature, vu que les densités d'oiseaux sont faibles, il s'éteint très vite. Là, c'est un réacteur biologique. Au début, quand les animaux morts, vous en ramenez d'autres pour que la production continue. Donc, vous alimentez le réacteur. Et là, vous sélectionnez sa virulence. C'est pour ça qu'il était très virulent. Donc, dans ces systèmes intensifs, non contrôlés, on peut sélectionner vraiment des virus ou des pathogènes extrêmement virulents. Alors là, attention. Donc, ce soit ça aussi que l'homme devra faire dans les années à venir, et bien réfléchir à comment il va gérer justement ces productions de protéines. Parce qu'on a besoin de protéines, qu'elles soient animales ou végétales. Et le problème se posera la même chose pour les végétaux, même s'il n'y a pas de risque de transfert direct végétaux-hommes, parce que c'est très différent, mais il peut y avoir des virus de végétaux qui peuvent causer des catastrophes dans les cultures, et ainsi de suite. Ça, c'est le premier point sur l'agriculture, je dirais l'élevage intensif, mais il va y avoir aussi 9-10 milliards. Comment vous allez dire à ces gens-là, eh bien, il faut maintenir la biodiversité, il faut qu'ils n'entrent pas dans les écosystèmes, parce que, voilà, moi, je ne veux pas que tu les casses. Oui, d'accord, mais il va dire comment je nourris mes enfants. Et moi, je vais les chasser, et moi, je vais rentrer dans l'écosystème. Et c'est évident que là, on va entrer dans ces écosystèmes, on va de plus en plus envahir le système, et donc de plus en plus rentrer en contact avec des animaux, type chauve-souris, type autres animaux, toute la gamme de la diversité biologique. Et là, il peut y avoir des transferts qui vont se faire. Donc, le changement climatique va changer tout ça aussi, mais c'est un paramètre parmi toute l'évolution de l'homme sur cette planète. Il faut voir le changement climatique dans sa globalité, c'est-à-dire aussi dans le changement des sociétés, dans le changement des coutumes, dans le changement d'évolution des mœurs de l'homme. Et donc, c'est ça qu'il faut voir aujourd'hui, et c'est ça qu'il faut prendre en compte, et je pense que nous n'en a peut-être pas assez conscience de cela. C'est que je pense que cette épidémie doit nous servir de modèle pour l'avenir. Hélas, c'est un drame, mais il faut qu'il nous serve de modèle pour se dire, bon, maintenant, il va falloir quand même qu'on se mette tous autour d'une table et qu'on réfléchisse à faire des choses tous ensemble, parce que c'est en amont. Et je vais dire une chose qui peut choquer, mais vous allez voir, c'est que dans le cadre des maladies infectieuses, ce n'est pas une lapalissade, mais la meilleure façon de se soigner, c'est de ne pas tomber malade. La meilleure façon de se soigner, c'est de ne pas rentrer dans le contact avec les infectés. C'est comme ça aussi qu'on fait des campagnes vaccinales. C'est pour que les gens ne tombent pas malades. Le soin est très important, parce qu'une fois que vous êtes malade, il faut vous soigner. Mais tant que vous n'êtes pas malade, surtout puisque c'est un agent infectieux, hein, évitons-le. Et pour l'éviter, il faut connaître tous ces paramètres écologiques et biologiques pour pouvoir taper là où ça lui fait mal et couper l'épidémie. Voilà.